Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Heureuse de vous retrouver une fois de plus et merci de nous recevoir dans vos domiciles en cette autre occasion de votre émission À vous la parole. Nous aurons l'opportunité, comme habituellement, de recevoir un invité de choix, un invité de qualité. Nous avons eu l'occasion, pour ceux qui sont connectés sur Info Télévision, d'avoir une petite idée, mais j'aime à le dire, c'est un leader, j'allais dire, incontesté au Cameroun. Lorsqu'il fait une sortie, ça mérite un arrêt majeur. Info Télévision a décidé aujourd'hui de faire le tour et les détours autour de l'existence d'une personnalité, d'un représentant, d'un visage. Lorsqu'on parle de cet invité, on parle du numérique, on parle du digital, on parle surtout de la jeunesse camerounaise, des femmes, comme pour dire que celui que nous allons recevoir ce soir mérite notre attention. Sans plus tarder, j'aime à le dire, parler un peu trop, tue un tout petit peu le bonheur qu'on a à l'accueillir. Donc, je vais vous laisser regarder ce petit élément pour permettre à notre invité VIP de s'installer sur ce plateau. Bienvenue. À vous la parole reçoit ce jour Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun avec statut de chef des missions diplomatiques. Un statut obtenu grâce à sa détermination, sa témérité et son endurance. Distrait, Armand Claude Abanda est un pur produit des écoles confessionnelles. Bienveillant et très généreux, notre invité n'hésite pas à tendre la main et à s'impliquer dans les œuvres caritatives. Leader incontesté au Cameroun, Armand Claude Abanda est titulaire d'un master en utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement et la formation. Master UTICEF de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg et d'un master en ingénierie de la formation et des systèmes d'emploi de CESAC de Dakar. À la tête de plusieurs établissements d'enseignement supérieur et écrivain, la vitrine de votre émission À vous la parole jouit d'une reconnaissance nationale et internationale. Né le 27 août 1966 à Yaoundé au Cameroun, Armand Claude Abanda est plusieurs fois honoré, chevalier et officier de l'ordre de la valeur, détenteur des médailles d'honneur du travail en argent, vermeil et or au Cameroun. Il est chevalier du mérite gabonais et médaillé du travail au Gabon, en plus de plusieurs trophées et médailles au plan international. Armand Claude Abanda, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est tout de suite sur le plateau d'À vous la parole. Une fois de plus, bien le bonsoir, vous l'avez compris, nous sommes donc en compagnie d'Armand Claude Abanda ce soir, le représentant résident de l'IAI Cameroun. Avec lui, nous aurons donc à nous entretenir pendant ces 1h30 consacrées à votre émission À vous la parole, beaucoup d'arrêts majeurs. Nous allons faire un parcours qui va nous transporter entre sa vie. Qui est Armand Claude Abanda? Vous le saurez ce soir. Bien entendu, il aura l'opportunité pendant cette émission de donner son regard sur quelques sujets d'actualité et bien sûr l'arrêt majeur
majeur sera les contours et les pourtours de l'IAI Cameroun, justement, cet établissement d'enseignement supérieur qui a fait son bonhomme de chemin et qui désormais occupe une place de choix au Cameroun et même hors de nos frontières. Voilà donc le menu qui nous attend ce soir et bien entendu le petit instant clin d'œil de cette émission chrono qui vous sera livré par Olivier Abossal en milieu d'émission et on aura l'opportunité de discuter autour de quelques visages tout au long de cette émission. Sur ce, je vais dire bonsoir Monsieur Armand Claude Abanda, c'est un bonheur de vous accueillir sur ce plateau. Bonsoir Rosalie. Alors, sans plus tarder, les téléspectateurs sont très impatients. Lorsqu'on dit Armand Claude Abanda, j'ai envie de dire sa vie. On a écouté le portrait tout à l'heure. Moi, j'ai extrait de ce portrait quelques temps forts. Il en ressort que vous êtes un pur produit de l'environnement religieux. Vous avez fréquenté énormément dans les établissements confessionnels. Ben, je suis un produit des écoles chrétiennes, plus précisément, parce que j'ai commencé l'école à l'école catholique de Mvolier, tout à côté là, à quelques mètres d'ici. Si les cours préparatoires, et puis après je suis allé à l'école catholique d'Omvan, où j'ai passé 4 années de ma vie, du cours élémentaire 1 au cours moyen 2, dans un internat des sœurs antillaises. Et donc c'est dans ces sœurs-là qui m'ont bâti pendant ces premières années de ma vie scolaire. Et puis après, je suis allé au collège Vogt. Vous savez, le collège Vogt, c'est vraiment cet établissement emblématique, profondément ancré dans cette éducation religieuse. Donc, quand on y va, tous les cours, on commence la journée par la prière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cela donne à l'enfant la peur de Dieu, l'esprit d'avoir peur. La crainte de Dieu. Oui. Et ça, c'est important parce qu'il faut toujours se dire que, quel que soit ce qu'on est, quel que soit ce qu'on a, il y a quelqu'un d'éternel, un être supérieur qui est le patron, le maître de tout. Donc il faut faire du bien, éviter de faire du mal, parce que partout où on est, même dans ta chambre, et quand tu es seul, Dieu te voit et rien ne peut échapper à l'éternel. Donc il faut bien se comporter partout et être toujours quelqu'un d'exemplaire. Lorsqu'on vous écoute, on sent que vous avez une connexion particulière avec le spirituel, avec cette force supérieure qui nous accompagne au quotidien. C'est un tout petit peu rare dans les milieux, je vais le mettre entre guillemets, d'en haut, au Cameroun, et ça fait de vous quelqu'un de particulier. Mais j'ai eu dire que c'est lorsque vous arrivez en terminale à Obala que tout se déclenche. Bon, d'abord, je dois vous dire que mon rêve était de devenir prêtre. Hein. Ah oui, je voulais devenir prêtre. Je ne sais plus qu'est-ce qui m'a détourné de cette vocation. C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui je ne sais pas, je saurais vous répondre parce que je ne sais pas. Alors, en terminale, au lycée d'Obala, c'est vrai que beaucoup de choses se sont déclenchées à ce moment-là parce que j'ai appris vraiment à être leader. D'abord, j'ai été président de la coopérative scolaire du lycée d'Obala lorsque j'étais en terminale. Et puis, j'ai pu réaliser un certain nombre d'actions importantes. À l'époque, il y avait quelque chose qu'on appelait le prix national de travail manuel. Le prix national de travail manuel. Il n'y avait qu'un seul prix pour tous les établissements. Donc on encourageait les enfants à travailler manuellement. Donc il y avait un prix national. Et donc, en tant que président, je me suis dit, mais pourquoi ne pas postuler à cette affaire? Nous sommes dans une région où il y a beaucoup d'agriculture, etc. Alors j'ai donc demandé à mes camarades qu'on puisse monter un ensemble de projets pour qu'on puisse présenter un dossier au prix national du travail manuel. Donc, nous avons donc mis en place une pépinière de cacahuètes de 40 000 plants. Et puis, il y a eu également des cultures maraîchères, salades, tomates. On a fait un très grand champ. Il y a eu également l'élevage des poulets. On a eu des centaines de têtes.
Et puis sur le plan artistique, artisanal, on a encouragé les jeunes à fabriquer des petites voitures en bambou à l'époque, des patins à roulettes, tout ce qu'il y avait comme des choses qu'on ne voit plus facilement aujourd'hui. Malheureusement, les jeunes ont tendance à ne plus beaucoup utiliser leurs mains et leur imagination. Oui, mais aujourd'hui, quand un enfant veut un jouet, une voiture, on va à la boutique et puis on achète ces jouets importés. À l'époque, on allait au marché et pour acheter des voitures en bambou. Et ça marchait très bien, ça faisait le plaisir des enfants. Donc, nous avons donc postulé et figurez-vous, de tous les lycées et collèges de l'époque, on était en 1989, nous avions donc été élus pour gagner ce prix national de travail manuel qui nous a permis d'avoir une somme de 500 000 francs. Wow. Et de ces 500 000 francs, certains de mes camarades demandaient le partage. Le partage. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a inspiré. Je leur ai dit qu'il est bon qu'on laisse quelque chose pour la postérité. Et c'est comme cela donc que j'ai construit le terrain de basket qui existe encore aujourd'hui au lycée d'Obala. D'ailleurs, c'est l'unique terrain de basketball. Donc, si vous allez au lycée d'Obala, au moment où je vous parle, vous allez trouver un terrain de basket là-bas. Donc, c'est nous qui avons mis en place ce terrain de basket. Et ça me fait toujours plaisir quand je fais un tour par là-bas et je vois cette réalisation. Ça doit faire plaisir aussi à tous mes camarades de l'époque parce que chacun de nous avions certainement gardé de bons souvenirs de cette époque-là. Donc, ce rôle de leader avait quand même démarré à ce moment-là. Et j'avais appris vraiment à affronter aussi l'adversité. Parce que parmi les camarades, il y avait ceux qui étaient des amis, il y avait ceux qui nous encourageaient, mais il y avait également ceux qui nous torturaient. Les empêcheurs de tourner rond. Ben oui, tout à fait. Les empêcheurs d'avancer. Et ça, c'était pas facile parce que il fallait, sans avoir une éducation sociale, une éducation, on va dire, entrepreneuriale particulière, il fallait user de sa petite intelligence, de sa petite sagesse pour pouvoir contourner les élans d'adversité. Et je pense que ça s'était très très bien passé, d'autant plus que à l'école également, j'étais premier de classe, donc il n'y avait pas de problème. C'est pas le premier de classe du genre les parents qui disent aux enfants j'étais premier de classe et puis. Oui, j'étais premier de la classe en terminale. D'ailleurs, je pense qu'il y a une émission de la CIA TV qui a eu à diffuser un documentaire où les reporters sont allés au lycée pour demander à regarder. Donc pour ceux qui doutent, il suffit de se rendre à Obala. On aura le bonheur de voir votre bulletin où vous étiez pris. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont permis de revoir mon bulletin. Donc ça m'a fait beaucoup d'émotion d'ailleurs. De revoir ce bulletin. Alors on peut dire que c'est à partir de la terminale que le leadership naît en vous. L'écriture aussi. On parlera de l'écriture sûrement tout à l'heure, puisque c'est à peu près dans les mêmes années. Vous réussissez à ouvrir. Il faut dire qu'à Claude, moi j'ai essayé de découper votre histoire en 4 morceaux. Ah bon? Là, votre entrée dans la vie, puisque après les établissements, on ira parler des IAI tout à l'heure, puisque c'est après la terminale que ce volet s'ouvre. On va dire également que vous êtes quelqu'un de très famille. Oui, j'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'aime beaucoup mes enfants. Et je pense que quelquefois quand je suis en difficulté, je pense d'abord à eux parce que je me dis si tout se casse, si tout se brise, c'est d'abord les enfants qui vont en souffrir. Donc je suis également très très porté vers le bien, le fait de faire du bien autour de soi. C'est-à-dire que pour moi, il faut éviter de faire du mal, il faut faire que du bien. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants. C'est ce que je leur apprends comme leçon de vie. Parce qu'en réalité, dans la vie, il faut pas donner des coups. Même si on vous attaque, vous devez toujours... C'est compliqué, hein? Non, c'est... Surtout quand on est l'objet de coups de poing quotidiennement, il y a des moments où on a envie de se dire... On doit faire un effort. Si quelqu'un vous attaque et que vous donnez un coup et la personne tombe,
ben, cette personne peut porter plainte et vous retrouver en prison, par exemple. Donc, il faut pas se faire justice. Il faut contourner les difficultés. D'ailleurs, c'est ce que moi j'ai vécu dans toute ma vie professionnelle. Beaucoup d'adversité. Moi, en général, j'évite les coups. Je fais tout pour ne pas en donner. Et après, Dieu fait le reste. Et j'ai constaté que Dieu a toujours fait le reste. On n'aura jamais l'occasion de faire le reste. Vous tendez la main et le monde vous le rend bien parce que vous êtes très apprécié. Vous êtes, pour le petit tour qu'on a fait, vous êtes très apprécié. Beaucoup de personnes se demandent comment on peut être aussi humble, aussi discret et être ce qu'on est. Parce que vous savez, les apparences pour beaucoup de personnes, ça compte. Ce qui fait que vous avez reçu beaucoup d'honneurs, beaucoup de décorations aussi. Mais je dois dire que les honneurs ne doivent pas vous amener à oublier qui vous êtes, d'où vous venez. Chacun de nous sait d'où il vient. Bon, moi je sais que je sors d'une famille pas nantie du tout. Donc j'ai eu une enfance pas facile. J'étais heureusement protégé, très protégé par ma mère. Ça n'a pas été facile de vivre tout ce que j'ai vécu dans mon adolescence. Donc il faut toujours, c'est pourquoi chaque fois que je vois des enfants, des jeunes qui viennent me voir, qui ne passent pas par leurs parents, ceux qui viennent me voir d'eux-mêmes, j'ai plus tendance à les aider plutôt que ceux qui viennent avec les parents, parce que je me revois moi-même comment je me battais pour sortir la tête de l'eau et sortir du lot. Donc c'était assez intéressant, vraiment, cette situation de se battre sans savoir si on va réussir à sortir du lot. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui de se battre sans savoir vers où on va. Je l'ai dit en terminale, on était en 89, en 86. En 89. En 89. Tout se passe. Vous décidez également d'écrire un best-seller, un roman qui devient par la suite un best-seller, qui pose beaucoup de questions aujourd'hui. On a envie de comprendre les contours de ce roman. Je vais vous proposer ce petit élément qui nous plante justement le décor et on va parler de Fils de Prélat. D'accord. Œuvre littéraire à caractère didactique, Fils de Prélat est un ouvrage rédigé par Armand-Claude Abanda en 1986, alors qu'il est élève en classe de terminale à Obala. Livre broché de 168 pages, Fils de Prélat est un roman profond au regard des thèmes qu'il aborde. Les maternités précoces et leurs corollaires, l'intolérance, la corruption, mais aussi le thème très sensible de la paternité des hommes d'église, phénomène réel dans nos sociétés africaines contemporaines et objet de nombreuses polémiques. Attrayant, captivant et plein de suspense, cette production d'Armand-Claude Abanda est publiée pour la première fois en 2005 par les éditions Clés. Le succès qui en découle conduit à une réédition en 2014 aux éditions Clés en coédition avec Nena. Plusieurs fois honoré, Fils de Prélat est prix d'excellence de l'éducation à Libreville au Gabon. Invité des salons de Paris, Libreville, Abidjan et Brazzaville, ce magnifique roman est livre d'honneur de la journée de la francophonie au Tchad. Un succès qui se confirme par sa présence dans le programme scolaire du Gabon en classe de seconde depuis 5 ans. Introduit en commission en Côte d'Ivoire et au Tchad, Fils de Prélat est sélectionné pour entrer au programme scolaire congolais l'année prochaine. Une énorme réussite hors de nos frontières qui aboutit cette année à une reconnaissance de ce roman par les Italiens. Invité en Italie pour une conférence sur ce best-seller, dont la qualité reste indiscutable, Armand-Claude Abanda obtient un succès total. Et la décision des Italiens de traduire Fils de Prélat en langue locale, traduction déjà en cours. Reconnu de par le monde pour sa qualité, sa pertinence et son importance, Fils de Prélat est disponible au Cameroun et gagnerait à être acquis par tous. Fils de Prélat, comme on le dit déjà, on aura l'occasion de découvrir tous les reporters tout à l'heure en fin d'émission. Fils de Prélat, c'est un roman qui s'invite désormais dans les domiciles au Cameroun, même si c'est pas à la même vitesse de cette reconnaissance internationale. La première question que je voudrais vous poser, c'est histoire vraie ou imagination? Imagination. Je dois dire quand même que je ne pouvais pas imaginer un jour que Fils de Prélat, que j'écrivais étant en classe de terminale pour m'amuser, allait avoir un tel succès.
En fait, j'avais juste remarqué que pendant que j'étais en terminale scientifique, mes professeurs de français et de philosophie allaient lire mes copies de français et de philo dans les terminales littéraires, terminale A notamment. Alors je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Peut-être qu'il y a un talent caché qu'il faut que j'essaie d'explorer. Voilà. Et donc je me suis mis à écrire une histoire, l'histoire d'un enfant qui cherche son père. Il veut voir qui est son père, de qui il est, comment est-il, il est grand, costaud, court, brun, noir. Et donc j'ai donc j'ai construit une histoire comme ça pour montrer également ce qu'un enfant de ce type peut avoir comme difficulté. Et même, il faut le dire, faire un peu la voix des sans-voix. C'est-à-dire... Vous aviez des cas pareils autour de vous bien sûr. À l'école, des enfants qui étaient nés d'une relation entre les prêtres et les femmes du village. Bon, des prêtres, non, parce qu'à l'époque, c'était difficile de savoir que tel enfant... Alors d'où vient une idée pareille de penser à mettre un homme de Dieu, un prêtre en relation avec... la règle... Non, l'idée centrale était d'écrire l'histoire d'un enfant qui cherche son père. Ouais. Donc maintenant, pour chuter, j'ai voulu mettre une série sur le gâteau. C'est-à-dire de dire que cet enfant est l'enfant d'un prélat. Voilà, un prélat, c'est un dignitaire ecclésiastique. Et bon, mais il faut dire que à l'époque, c'était difficile vraiment d'avoir le courage d'écrire comme ça, de titrer son livre de cette manière. Mais je me suis dit, je vais oser. Je vais oser parce que, comme j'avais d'abord voulu mettre le fils du prêtre, alors je me suis dit, fils du prêtre, tout de suite, on va indexer le prêtre du quartier. Alors j'ai dit, fils de prélat, parce qu'un prélat, bon, c'est un terme générique qui désigne les hommes de Dieu. Qui désigne, voilà, des dignitaires ecclésiastiques. Donc, et c'est comme ça que je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. Et lorsque j'ai terminé le manuscrit, je l'ai fait lire par un certain nombre de personnes, mon professeur de français de l'époque, M. François Bingono, qui a relu cet ouvrage. Plusieurs personnes l'ont relu. Et puis, à la fin, on a eu un beau produit et je l'ai amené aux éditions Clés. Sauf que, à l'époque, les éditions Clés, c'était en 86. Sauf qu'à l'époque, en 88, sauf qu'à l'époque, les éditions Clés m'avaient dit qu'il fallait éditer l'ouvrage à compte d'auteur. Cela veut dire qu'il fallait que je finance moi-même l'ouvrage, mais moi, je n'avais pas d'argent. Alors, je souhaitais plutôt que ce soit édité à compte d'éditeur. Donc, ce livre ce manuscrit donc resté dans les tiroirs, mais c'est beaucoup plus tard, quand je rentre du Gabon, comme représentant résident de l'IAI. Alors je me dis, il faut que j'aille revoir si mon manuscrit existe encore. Pas dépoussiérer un tout petit peu le manuscrit. Aux éditions Clés. Donc on a retrouvé le manuscrit. Et puis quelques temps après, ils m'ont dit que ils voulaient plutôt le publier à compte d'éditeur. Et moi je leur ai dit, je préfère l'éditer à compte d'auteur. Alors là, je pense que ils ont insisté. Qu'ils le fassent à compte d'éditeur. C'est qu'ils avaient refusé au départ, ils l'ont accepté après. Mais en même temps, ça m'a fait plaisir parce que je me suis rendu compte que peut-être qu'ils n'avaient pas bien lu l'ouvrage à l'époque. Peut-être le jeune que vous étiez n'inspirait pas. Peut-être le représentant résident qui est revenu par la suite du Gabon. Mais à l'époque, je n'étais pas encore célèbre. On ne me connaissait pas encore. C'était juste ma première année. Donc, moi, je me dis que c'est beaucoup plus parce que ceux qui ont lu l'ouvrage à mon retour l'ont lu avec une certaine délicatesse. Et je pense qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui pouvait sortir de là. Et ils auront eu raison parce que lorsque le livre est édité en 2002, je me souviens la dédicace, le Hilton, il y avait plus de 1000 personnes. C'était les 3 moments mélangés, ça fait plus de 1000 places. C'était plein à craquer. Donc, et c'est là où on a vraiment senti que ce livre a quelque chose. Justement, vous abordez dans ce livre des sujets qui, en ces années-là, n'étaient pas
n'était pas véritablement à l'ordre du jour. On ne parlait pas de délinquance juvénile comme on le fait aujourd'hui. Il n'y avait pas véritablement les problèmes d'abandon d'enfants puisque on gérait la famille de façon communautaire. Vous étiez un tout petit peu avant-gardiste sur des sujets qui sont d'actualité aujourd'hui et c'est un tout petit peu surprenant pour un jeune, le jeune que vous étiez. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez cet ouvrage Gagner du terrain dans le monde? Vous vous dites quoi? J'ai vu avant les autres. J'aimais bien être avant-gardiste parce que j'aimais bien sortir du lot. Sortir du lot veut dire que, bon, pas montrer que je suis plus bon que les autres, mais j'aimais bien créer des concepts. Être différent, voilà. Et je pense que c'est ça qui m'a amené véritablement à prendre le courage d'écrire un livre comme ça et de lui donner ce type de titre. Parce que, d'ailleurs, je peux vous dire qu'avant la publication, je suis allé voir l'archevêque de l'époque, Monseigneur Walking, à qui j'ai présenté l'ouvrage, parce que je voulais quand même m'assurer que il n'y aura pas de problème. Bon, surtout que vous avez une relation très étroite avec la religion. Bon, et puis, Dieu merci, il a lui-même remarqué que l'enfant qui naît de Juliana Bella, cet enfant, en fait, est né avant le sacerdoce du père, qui devient prêtre par la suite. Donc, on ne peut pas condamner l'auteur qui parle de fils de prélat. Vos affaires du passé. Alors, fils de prélat est au programme au Gabon, on tient à le préciser, au programme scolaire du côté du Gabon depuis presque 5 ans aujourd'hui. Oui, c'est la 5e année. Bientôt, d'autres pays africains sont en train de s'aligner pour suivre le pas. Qu'est-ce qui bloque pour que le Cameroun le fasse? Ben, je sais pas. Je suis mal à l'aise que vous me posiez la question parce que en réalité, les personnes à qui vous devez poser la question, c'est ceux qui décident de la confection de la liste des livres au programme. Donc, on ne va pas aller faire du forcing. Mais ce que moi j'ai constaté, c'est que ce livre il est très très demandé à l'extérieur. Pour le cas du Gabon, j'avais jamais demandé à ce qu'on le mette au programme. C'est un Gabonais qui avait lu ce livre quelque part et il s'est rendu compte qu'il avait une valeur ou des valeurs éducatives. Et un jour, je reçois donc un courrier venant de la société d'État qui s'occupe du livre scolaire, qui demandait si je suis d'accord que mon livre soit présenté en commission. J'ai répondu que je suis tout à fait d'accord. Et puis, 3 semaines après, ils m'ont répondu que le livre a été accepté. Et l'année suivante, il est rentré dans le programme des classes de seconde. Jusqu'à aujourd'hui, il est lu dans les classes de seconde. C'est pareil pour le Congo. Le Congo également vient de me faire savoir que dans la commission a accepté déjà le livre. Bon, maintenant, il reste juste la signature, les formalités administratives. Donc, probablement, ce livre pourra rentrer au cours pour l'année scolaire prochaine. Il y a le Tchad également, la Côte d'Ivoire, qui a également mis ce livre en commission, dont on attend que les commissions se prononcent. Je pense que c'est vraiment une fierté pour notre pays, parce que si le livre est si sollicité, ça veut dire que le système éducatif camerounais est solide, parce que je suis un produit du système éducatif camerounais. On va justement en parler du système éducatif camerounais. Le temps de rappeler qu'on est justement en train de traduire aujourd'hui fils de prélat, l'Italie en a fait son bébé. Il est traduit déjà en italien. Il est traduit en italien. Il y a quelques mois, les éditeurs italiens m'avaient invité pour donner une conférence sur fils de prélat. Et au préalable, ils avaient demandé l'autorisation de pouvoir traduire le livre en italien, autorisation que j'ai donnée sans problème. Donc quand je suis arrivé à Rome, le livre était déjà en vente un peu partout. Et bien évidemment, je pouvais être que fier. Qu'est-ce qu'il y a-t-il de mieux pour un auteur de savoir que son livre est partagé aussi grandement que cela s'est fait avec Fils de Prélat. Donc franchement, j'ai été heureux également lorsque, lors de la conférence, j'ai vu beaucoup de monde pour écouter ce que j'allais donner comme explication de cet ouvrage, et je pense que le public nombreux qui était venu n'est pas du tout rentré insatisfait, et je crois d'ailleurs je profite pour dire
un petit signal de remerciement à quelques personnes, Monsieur Giacomo et tous ceux qui ont aidé, Rachel Sonkin, tous qui ont aidé à faciliter ce voyage-là à Rome. Ça a été vraiment une belle odyssée et je pense que on peut se rendre compte que lorsque on a un idéal et qu'on le fait savoir de la plus belle des manières, on finit toujours par trouver de bonnes solutions pour ses objectifs. Le monde entier s'arrache, fils de prélat. Au Cameroun, ça gagne du terrain. Nous, on ne peut que profiter de cette tribune pour inviter les uns et les autres à acquérir ce roman, qui d'ailleurs n'est pas coûteux. C'est ça qui est très intéressant. Vous n'avez pas mis un prix extraordinaire. On se serait dit qu'au regard de l'importance que ce roman a désormais dans le monde, qu'on devrait débourser des sommes faramineuses, que non. Vous avez vraiment veillé à ce que ce soit à la portée de tous les Camerounais. Tout à fait. Bon, évidemment, c'est l'éditeur qui définit le prix de son livre. Donc, mais nous avons effectivement, insisté pour que le livre soit quand même le moins coûteux possible, pour que tout Africain puisse avoir accès à l'ouvrage. Il y a Maurice Kokomo qui vous rend hommage, il dit que vous êtes son ancien camarade au lycée d'Obala. En vous écoutant, il s'est reconnu dans vos propos, qui a été avec nous dans l'équipe de la coopérative du lycée en 1989, homme dont le dynamisme a été manifeste depuis sa tendre jeunesse. Vous voyez qu'il y a des téléspectateurs très connectés, voilà, qui se reconnaissent. Fils de prélat a le même retour. Il y en a qui trouvent qu'ils se sont reconnus en lisant Fils de prélat et ils vous disent merci d'avoir pensé à mettre sur pied un tel roman. Paul Abanda dit soyez de vous, vous êtes un exemple, soyez fiers de vous. Vous êtes un exemple à suivre pour nous les jeunes Africains et surtout Camerounais. Que les pots de banane qu'on vous jette, dont vous parlez sur votre chemin, soient transformés en grâce divine. Continuez toujours à tendre la main aux nécessiteux et votre famille sera toujours bénie. Voilà, ça c'est depuis Mokolo dans l'extrême nord. Ce message, on aura sûrement l'occasion. Ils sont très nombreux à réagir. Je voulais juste leur faire comprendre qu'on lit ce qui est en train de rentrer, mais nous on va évoluer sur ce plateau avec cette émission. On va s'intéresser justement au système éducatif camerounais. On rentre là dans le face-à-face de cette émission. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est à vous la parole. Tous les vendredis, dès qu'il est 21h, on s'installe sur ce plateau avec un invité de choix. Et ce soir, nous sommes en compagnie d'Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun. On prend beaucoup de plaisir à le découvrir, je vais dire à l'éplucher comme une banane, tout doucement, et à le déguster. Et on en arrive à cette phase où vos opinions comptent. Vos opinions sont importantes et nous, on veut parler du système éducatif camerounais, un secteur dans lequel vous excellez aujourd'hui à travers vos structures qu'on va découvrir dans ce programme et votre regard sur notre système éducatif camerounais. Comment vous le trouvez aujourd'hui? D'aucuns s'en plaignent, il y en a qui trouvent que des choses sont réalisées mais qu'il y a encore à faire. Vous, en tant qu'homme de lettres, en tant qu'un éducateur, comment vous trouvez notre système éducatif? Ben, je vous l'ai dit tantôt, sans même savoir qu'on allait en parler, que au vu de quelques exemples, le mien par exemple, je pense que étant un produit de ce système éducatif, ayant écrit un ouvrage qui est apprécié à travers le monde, on peut dire que le succès de l'auteur revient normalement au système éducatif camerounais. J'ai un autre exemple, lorsque j'étais à l'IAI, étudiant à l'IAI de Libreville, pratiquement dans toutes les classes, les Camerounais étaient parmi il y avait au moins 3 Camerounais sur 5 qui étaient parmi les premiers de chaque classe. Et pourtant, il y avait 11 pays. Donc, et cette remarque avait été faite pendant plusieurs années. C'était pas seulement en une année. Donc, en fait, c'est pour dire que lorsque des
des étudiants viennent de plusieurs pays et se retrouvent dans une école. Et on se rend compte que les premiers qui reviennent sont toujours originaires du même pays. Ouais. Mais on peut comprendre avec aisance que ce pays a bien formé ces jeunes ressortissants. Je veux bien être d'accord avec vous, mais là, vous parlez des années antérieures. Nous sommes aujourd'hui en 2023 et le retour qui nous vient des établissements illustre à souhait ce que vous décriez déjà en 89 entre délinquance juvénile, dépravation. Les dérives sont multiples et les résultats un peu moins satisfaisants que pendant ces années-là. Est-ce qu'à votre avis, on ne va pas se dire que le système a quand même failli quelque part? Non, je pense que le système, on va dire, est un peu victime des temps actuels. Par exemple, la digitalisation. Vous voyez que beaucoup d'enfants aujourd'hui ont des téléphones portables, des téléphones Android, et ils passent beaucoup de temps dans ces téléphones plutôt que d'étudier. Les enfants ne lisent même plus. Oui. Ils passent plus de temps à regarder le téléphone, à faire des partages de fichiers. Et donc, évidemment, cela, il y a un prix à cela. Alors que nous, on n'avait que la lecture. On avait que moi, ma mère m'a appris à lire. Et elle m'a obligé de lire tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'étais devenu très bon en français. Donc, Nadine, vous parlez de Nadine tout à l'heure. Nadine a passé toute sa jeunesse à lire aujourd'hui. Vous avez l'impression que la chute de la qualité de nos enfants aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne lisent plus. C'est parce qu'ils ne lisent plus. Ouais. Et c'est pourquoi, si vous avez remarqué, en tant qu'homme de lettres, je suis scientifique, mais je suis également homme de... J'aime bien cette casquette d'homme de lettres. J'apporte ma contribution partout où il y a des initiatives vraiment d'apprentissage au regain de lecture par la jeunesse. Parce que en réalité, si on ne lit pas, on ne peut pas vraiment maîtriser les expressions idiomatiques de la langue. Donc c'est très important de le savoir. D'ailleurs, remarquez que les jeunes, quand ils font des messages, ils font des messages avec plein de fautes, ils s'en fichent des fautes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils trichent un tout petit peu oui. Avec des abréviations moi, je suis... Lorsque je vois un message avec une faute, même si c'est une faute intelligente, comme on dit, avec des claviers intelligents, moi, ça me choque toujours. Parce que je me dis, si vous écrivez un message à quelqu'un, il faut le relire pour vous assurer que ce message n'a pas de faute. Cette rigueur, est-ce qu'on l'a encore aujourd'hui dans nos établissements? C'est une rigueur qui a marché. Il faut la remettre. C'est comme par exemple ce qu'on appelait à l'époque instruction civique. La morale, elle n'existe plus. Il faut refaire, il faut remettre ces cours dans le programme scolaire. Parce que cette morale est très importante. Et vous voyez, quand je dis souvent que pour atteindre la meilleure altitude, il ne faut pas seulement avoir de bonnes aptitudes, mais il faut aussi avoir de bonnes attitudes. Les attitudes, c'est quoi? C'est le comportement. Le comportement vient de la morale, de l'éducation morale. Elle vient de l'éthique qu'on s'est faite par l'éducation qu'on a reçue de ses parents, de ses enseignants, de l'environnement, de la société. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on devrait remettre la morale dans les programmes scolaires. Et ça, c'est mon point de vue en tant que formateur. Les élèves ont leur part de responsabilité. Ceux également qui prennent les décisions doivent faire leur part pour qu'on soit sûr d'avoir des élèves qui seront de qualité et auront la même posture que vous avez eue en étant de très bonnes représentations du Cameroun hors de nos frontières. On sort du système éducatif avec la question des OTS. Je pense que les professeurs, les enseignants ont un métier extrêmement difficile parce que si vous remarquez bien, il y a des enseignants qui ont certaines difficultés, mais il ne faut pas, à mon avis, se laisser abattre par les difficultés. Donc il faut juste s'organiser pour que pour qu'ils arrivent à gérer ce qu'ils peuvent gérer pour résoudre leurs problèmes. Moi, quand j'étais, avant d'aller à l'IAI, j'étais professeur au collège Joseph Sainz de Bala. Je gagnais 54 000 francs par mois.
c'était pas beaucoup, mais je m'en sortais parce que je m'organisais. Bon, je veux pas dire que c'est un peu tout le monde, je veux pas dire que les enseignants le même 54 000. Non, je veux pas dire ça, mais je veux juste dire que il y a juste une question d'organisation. Il faut essayer simplement de voir comment est-ce que ils peuvent arriver à faire des propositions à l'administration pour que leurs conditions s'améliorent. Donc, et tout cela, je le dis également, est porté par l'environnement actuel, le digital, parce que dès qu'il y a un moindre couac, le couac est déjà parti partout. Et du coup, quelque chose qui aurait pu être quelque chose qui aurait pu maîtriser peut prendre en un temps record. Mais il faut s'adapter à notre temps, malheureusement. Il faudrait également que ceux qui gèrent et qui prennent les décisions aient la même vitesse, sinon ils vont se faire surprendre. Ben oui, il faut qu'il y ait le dialogue entre les enseignants et les autorités, un dialogue permanent, constructif, pour que l'objectif à atteindre, c'est-à-dire celui de former, de bâtir un bon système éducatif, soit toujours très élevé. Je vous ai dit, et je le redis encore, le système éducatif camerounais a un très bon niveau. On le voit dans tous les pays où on peut aller. Hein. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Les Camerounais sont très appréciés par ce qu'ils ont comme compétence. Et je pense que vous vous rappelez de Jacques Bonjao, notre compatriote qui a été un collègue de Bill Gates. Il a été très brillant là-bas. C'est un pur produit du système éducatif camerounais dont on doit en être fier. D'ailleurs, j'en profite pour lui dire un petit coucou, qu'il sache que lui, il nous a marqué quand on était adolescent. On nous disait qu'il y avait un Jacques Bonjao qui était près de Bill Gates. On avait des modèles. Ben oui, c'était un modèle pour nous. On avait envie de copier ces modèles. Surtout qu'on était dans le domaine de l'informatique. Aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup, malheureusement. Bon, mais il faut que chacun se crée un modèle. Heureusement, il y a encore des Armand Claude Abanda pour servir de modèle à cette jeunesse qui nous regarde ce soir. Sinon, on aurait envie quelque part de se pendre, comme on peut le dire ainsi. On va parler à présent de l'entrepreneuriat. Le président de la République, dans ce dernier discours, demandait aux jeunes d'oser, d'essayer. Vous êtes un fruit de cette bataille-là, parce que vous avez essayé, vous avez osé. Aujourd'hui, vous êtes Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun. Comment on fait dans un environnement difficile pour réussir à entreprendre? On veut bien contribuer à la croissance, comme le demande le président de la République, mais on fait comment quand on est dans des conditions aussi compliquées que ceux du Cameroun? Et je pense que la meilleure façon, peut-être, c'est de parler de mon exemple. Voilà. Je vais prêcher par l'exemple. Lorsque j'arrive au Cameroun, je veux créer IAI Cameroun. Je n'ai pas d'argent. Tout le monde connaît l'histoire. Oui. Des 3500 francs CFA que j'avais quand j'arrivais à l'aéroport de Saint-Marine. Effectivement, je n'avais rien. J'ai pris 3000 francs de taxi pour le Cradat. Et puis, j'avais plus rien. Donc, j'avais même pas une rame de papier. J'avais pas un ordinateur. J'avais même pas de téléphone. D'ailleurs, à l'époque, les téléphones ne couraient pas les rues. Oui. Ben, j'avais que le papier qui me nommait par le docteur Brahim Adama Fall, un Sénégalais, que je salue encore aujourd'hui. On va sûrement dire deux mots sur lui tout à l'heure. Maintenant, lorsque vous êtes buté à la première difficulté, vous n'avez pas d'argent pour acheter le petit matériel didactique qu'il faut. Vous faites comment? Il faut créer des choses. Vous n'avez pas d'argent pour avoir Internet. Ben, je me rappelle que lorsque on était encore à Dragage, j'étais cette année-là le coordinateur de la fête de l'Internet. Et donc, le ministre Joseph Ona, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, devait venir présider cette fête de l'Internet. Et donc, j'ai négocié avec un opérateur d'Internet. Je préfère ne pas citer le nom pour ne pas faire de publicité. Je leur ai dit,
nous allons avoir une grande cérémonie ici à l'IAI. Ben, si vous voulez avoir 5 minutes de parole pour parler de votre entreprise, vous nous mettez un pylône pour avoir Internet ici. Et à l'époque, les pylônes coûtaient 2 millions. Ben, ils l'ont fait et ils ont eu les 5 minutes. Donc, pour les 5 minutes qu'ils ont eu pour communiquer, nous avons eu notre pylône pour avoir Internet. Donc vous leur proposez de faire preuve de dynamisme, d'imagination. Donc, on leur avait simplement proposé un échange. En fait, c'était un échange de services. Partenariat. Oui, donc, nous avons, au lieu de dépenser 2 millions qu'on n'avait pas pour avoir un pylône, ils ont mis le pylône à notre place. Ils ont eu 5 minutes dans le programme pour parler de leur structure. Et cela d'ailleurs leur a fait avoir beaucoup de clients, à commencer par le ministre Joseph Ona à l'époque, je me souviens, qui s'était intéressé à leur présentation. Donc vous comprenez que il faut d'abord avoir le sens de l'ingéniosité, la créativité, savoir imaginer des constructions qui peuvent vous permettre d'avoir ce que vous ne pouvez pas avoir par défaut d'argent. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'autres choses. Je prends un exemple. Lorsqu'on bâtissait l'opération 100 000 femmes, on n'avait jamais eu de fonds pour 100 000 femmes. Ben, on a tout fait, mais on n'a rien eu à l'époque. Donc ce que nous avons fait, c'est que quand on n'avait pas à l'époque de financement public, nous avons généré du financement privé en faisant en sorte que les hommes politiques, les députés, les ministres, les élites soient intéressés et intéressés pour être parrain ou marraine. C'est donc cette fonction de parrain ou de marraine qui avait permis de faire évoluer le projet. Et c'est par la suite, donc, quand le gouvernement a mieux perçu ce projet, que nous avons pu avoir un accompagnement que nous avons jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le ministre Louis-Paul Motazé, qui était, il faut dire, le premier à soutenir le projet MIGEF quand il était ministre de l'économie. Je remercie également le ministre Alamine Ousmane, qui également est venu continuer, parce qu'il aurait pu arrêter ce soutien, mais il a continué chaque année à soutenir MIGEF 2035. Donc vous comprenez que il faut simplement avoir le sens de l'ingéniosité. Le sens de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on doit avoir toujours à l'esprit quand on veut réaliser des choses. Bon, maintenant, lorsqu'on a déjà réussi, ou lorsqu'on commence à réussir, on se rend compte que il faut d'abord avoir le triomphe modeste. Parce que si vous commencez à avoir de l'argent et que vous commencez à le dépenser parce que vous voulez montrer que vous avez déjà des capacités de boss, mais vous allez certainement vous planter. Avoir d'abord le triomphe modeste. Maintenant, lorsque vous avez réussi également, vous avez, comme je le disais tantôt, beaucoup de la concurrence, beaucoup de gens qui vont vous taper dessus, l'adversité va arriver, et si pots de banane, ben, il faut éviter ce pot de banane avec beaucoup d'intelligence. Moi, ma façon de les éviter, c'est de ne pas donner des coups, c'est de les éviter en allant un peu plus haut. C'est-à-dire que si quelqu'un est jaloux de moi parce que je suis au niveau 3, je fais tout pour aller au niveau 5. Et s'il est encore jaloux, au niveau 5, je fais tout pour aller au niveau 9. Donc, et plus j'avance, plus il va se décourager. Il y a des chances de se décourager. Donc, il y a quand même un certain nombre il faut élever le niveau à chaque fois. Il faut élever le niveau à chaque fois. J'aime ce conseil. Je vais en tenir compte également. Toujours élever le niveau. Chaque fois qu'on veut vous faire tomber, ça va donner beaucoup de boulot à ceux qui voudraient vous renverser. Exactement. On regardait en image tout à l'heure Iftik Kassup, qui quasiment rentre en gare. Une autre initiative, on va parler de IAI en détail. Là, il faut dire que ce n'est pas qu'à la tête de l'IAI que vous vous trouvez. Vous avez également beaucoup misé sur l'éducation au Cameroun. Effectivement, bon, j'ai pensé, j'avais suivi un discours du président de la République justement qui demandait à la jeunesse de promouvoir le sens de la créativité. Et moi, je me suis dit, puisque je suis dans le domaine de l'éducation, ben, si je dois créer quelque chose en dehors de l'IAI, quelque chose de privé, c'est un autre établissement, c'est dans l'éducation. Mais ce que j'ai simplement pris le soin de faire, c'est de ne pas
c'est de faire en sorte que les thématiques de l'IFSIC Sup aillent dans d'autres domaines que ce que je fais à l'IAI. Et cela permet d'avoir une autre façon de voir les choses. Par exemple, à l'IFSIC Sup, il y a des thématiques de gestion, licence, master en gestion, en ressources humaines et télécommunications. Et cela permet également de faire en sorte qu'on ait un esprit plus ouvert. Vous pouvez avoir un étudiant informaticien de l'IAI qui va se mettre avec un expert de gestion qui sort de l'IFSIC Sup. Ils se mettent ensemble pour créer quelque chose. Celui qui a à l'IAI, il a la technologie, et l'autre qui a la capacité de faire de la gestion, de la comptabilité, ils peuvent se mettre ensemble et bâtir un certain nombre de choses. Et ce qui a été le plus marquant dans ce que j'ai fait avec l'IFSIC Sup, c'est de créer un concept nouveau, c'est celui de délocalisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rappelez avec l'université d'Angers, nous avions délocalisé un master de l'université d'Angers qui permettait d'avoir au Cameroun des masters en innovation technologique en étant à Yaoundé, mais délivré par l'université d'Angers. Donc les professeurs venaient ici pour chaque année. Chaque master recevait à peu près 12 enseignants qui venaient en mission d'enseignement. Mais c'est le coût élevé qui, à la longue, m'a amené à le fermer parce que... mais on avait déjà quand même pu former plus de 200 experts en innovation technologique. Donc, il y a également l'ESMT de Dakar qui a été également délocalisé. On a formé des ingénieurs en télécom de cette grande école qui est également une école interétatique. Et on a également signé des conventions avec plusieurs autres établissements, l'UT de Cholet, pour justement permettre aux Camerounais qui n'ont pas les moyens d'aller en France de se former ici au Cameroun, d'avoir le diplôme français sans avoir été en France un jour. Et ça a également marché. Et aujourd'hui, la délocalisation a beaucoup évolué, beaucoup d'établissements le font et je pense que le concept a bien marché. Et on peut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup d'universités privées, beaucoup d'IPES qui ont emboîté le pas. Ben oui, mais le plus important est toujours que vous vous retrouvez toujours parmi les initiateurs, les piliers, ceux-là qui déclenchent le mouvement. Et c'est ce qui fait votre particularité. Vous êtes avant-gardiste, on le disait tout à l'heure. Vous voyez toujours avant les autres. C'est pas parfois dérangeant d'être toujours le premier, celui qui voit vite, celui qui comprend, celui qui ouvre les voies aux autres? Mais bien au contraire, c'est une chance. C'est une chance d'avoir de l'inspiration avant certains. Parce que vous savez, la question de l'inspiration n'est pas donnée. Bon, il y a des fois, vous essayez de chercher des voies et moyens pour bâtir quelque chose, mais l'inspiration ne vient pas. Vous faites comment? Donc, c'est quelque chose qui arrive, qui vient peut-être de Dieu aussi. Vous savez que Dieu est l'exemple même de l'inspiration, parce que quand vous voyez comment il construit le monde, comment le globe terrestre, qui est suspendu dans l'espace, vous dites, à l'Afrique, comment ça se passe, l'organisation du cosmos, de tous ces astres-là. Mais vous vous posez des questions que ce créateur qu'on appelle Dieu, c'est le créateur des créateurs. C'est vraiment le créateur des créateurs et personne ne pourra jamais imaginer le degré d'intelligence qu'il peut avoir. Donc je pense que quand on est inspiré, on peut être satisfait vraiment de pouvoir faire partie de ceux qui ont les premières inspirations dans chaque domaine. Alors, on va rentrer dans notre coup pour parler de l'IAI Cameroun, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui se positionne aujourd'hui comme un pôle d'excellence. Avant, je vous propose de regarder cet élément qui plante un tout petit peu le décor.
création de la représentation de l'Institut africain d'informatique au Cameroun est une histoire qui retrace les chemins sinueux d'un jeune diplômé qui eut une vision futuriste de ce que serait l'impact de l'informatique au XXIe siècle. Armand Claude Abanda, initiateur aujourd'hui, représentant résident de l'IAI Cameroun, centre d'excellence technologique Paul Biya depuis février 2014. Il est parti d'une chambre cradate à des appartements pour qu'enfin, sous l'impulsion du chef de l'État, soit construit le campus de l'Institut africain d'informatique, antenne du Cameroun, situé à Kolanga sur la route d'Onfou dans le département de la Mofu et à Famba. C'est le 1er octobre 1999 que le centre de formation ouvre officiellement ses portes à Yaoundé. 2 ans après, 2001, pour être plus précis, la première cuvée est livrée dans une chambre cradate dans le 1er arrondissement de Yaoundé. Aujourd'hui, l'IAI est un véritable joyau architectural. La bâtisse en forme de U s'étend sur une superficie de 50 hectares. Le centre de formation dispose d'une vingtaine de salles de classe au milieu, d'une dizaine de bureaux, d'une grande tribune de 1000 places et d'une petite pour les invités, d'un préau d'une capacité d'accueil de 200 places, des salles de classe annexes construites au fur et à mesure selon le besoin. IAI, c'est également environ 400 000 informaticiens formés, plus de 100 000 femmes formées aux technologies de l'information et de la communication. Au Cameroun, 34 centres délocalisés, un système bilingue français en génie logiciel et anglais en software et ingénierie, une chaire UNESCO inaugurée le 11 août 2023. Au départ, créé pour former des ingénieurs de travaux, l'IAI Cameroun aujourd'hui s'ouvre à la formation continue qui arrime toutes les couches sociales. L'admission se fait sur concours et études de dossier. C'est dire que depuis sa création, l'IAI Cameroun a connu un développement harmonieux dont les résultats sont visibles sur tous les plans. Voilà donc présenté pour les téléspectateurs l'IAI Cameroun, mais on a la chance de vous avoir. Donc on ne va pas se limiter à ce magnifique reportage que nous avons écouté tout à l'heure. On a envie de partir dès le départ. On l'a dit dans le reportage, ça commence au Cradat. Nous, on veut les détails croustillants. Comment on fait avec 3500, on arrive au Cradat et on se retrouve dans une pièce. On vous l'a donné gratuitement, ça a été un prêt, qu'est-ce qui s'est passé? Ben avant, ça commence même avant le Cradat, à Libreville. Oui. Ben, j'ai été, pendant que j'étais responsable dans le cabinet du DG, donc je me suis mis, comme je voulais rentrer absolument au Cameroun, donc je me suis mis à fouiller les documents. J'ai trouvé la convention de création de l'IAI qui stipulait en son article 9, parlant de l'accord de siège, parlant du siège, que le siège est fixé à Libreville et que des accords de siège de même nature vont être signés avec les États contractants au fur et à mesure du développement de l'Institut. C'est là que je me suis dit, mais donc on peut avoir IAI Cameroun, on peut avoir IAI Côte d'Ivoire, IAI Sénégal, et c'est là que je vais voir le DG, M. Fall, et c'est comme ça qu'il me dit, effectivement, on peut le faire, mais il faudrait qu'on essaie de voir, si vous voulez avoir une représentation au Cameroun, il faut que le pays l'accepte, il faut que le pays soit demandeur. Donc je suis allé voir l'ambassadeur de l'époque, son excellence Jean Kouentonga, donc qui m'a demandé de monter donc, un dossier. Ben, je lui ai dit que j'avais déjà le dossier. Ah oui, je suis allé le voir étant préparé, et c'est comme ça qu'il a demandé à sa secrétaire de mettre en forme la lettre et qui voulait envoyer par voie diplomatique. Là il aurait été prompt, l'ambassadeur. Oui, il a été prompt. Là encore, je lui ai dit, Excellence, au lieu d'envoyer par voie diplomatique, je préfère l'amener moi à Yaoundé pour sur ce dossier. Et c'est ce qu'il a accepté, heureusement. Une détermination à nul autre pareil. Voilà. Quelqu'un d'autre aurait dit, bon, l'ambassadeur a déjà accepté, il va suivre, lorsque ça va aboutir, il va m'appeler. Mais vous avez dit, non, remettez-moi mon dossier, si vous êtes d'accord. Moi, je descends au Cameroun et je vais affronter le terrain. Alors, une fois au Cameroun, je suis allé moi-même aussi, parce que j'aurais pu déposer à la poste ou à la guérite. Donc, j'ai demandé à rencontrer le directeur du cabinet civil de l'époque et on m'a accordé d'aller jusqu'à son secrétariat
parce que j'ai demandé l'audience pour qu'il puisse avoir même propre ce document. Et je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Et il a certainement apprécié et m'a dit, on va vous rappeler, mais je n'avais pas de téléphone. Donc je lui ai donné le numéro de téléphone d'une cabine téléphonique qui avait au Cradat. Et c'est comme ça donc un jour, 3 jours après, ça le bluff. Voilà, 3 jours après, le gérant de la cabine m'a fait appeler dans mon studio du Cradat pour me dire que j'ai eu un coup de fil et on demande que j'appelle à tel numéro. Donc, quand je suis allé, j'ai appelé à ce numéro, c'était le cabinet civil. On m'a dit que le chef de l'État a marqué son très haut accord pour l'ouverture d'une représentation de l'IAI au Cameroun. Et c'est comme ça que ma vie a changé. Alors, je me suis dit, donc le chef de l'État me connaît. Donc aujourd'hui, il a lu la lettre que j'ai écrite. Nous sommes en quelle année là? Là, nous sommes en 1999. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'était, je suis arrivé au Cameroun finalement le 1er octobre 1999 pour créer IAI Cameroun. On était vers mars 1999 quand je suis arrivé ici. Et donc c'est comme ça donc, que je suis allé rentrer à Libreville pour maintenant bâtir mon projet. Une fois que je l'ai bâti, il n'y avait pas d'argent. Le docteur Brahim Adama Fall m'a dit, vas-y. Il m'a d'ailleurs accompagné à l'aéroport. Et j'avais abandonné d'ailleurs mes bagages parce que je n'avais pas d'argent pour payer les excédents de bagages. Donc je suis venu avec ma famille et nous sommes arrivés donc au Cradat sans argent. J'avais juste un studio que j'avais pris à crédit. C'était 15 000 francs la nuitée. J'avais osé parce que je ne savais pas qui allait rembourser, comment j'allais rembourser cet argent. En fait, je me suis dit, je me jette à l'eau. Vous aviez une belle étoile sur votre tête. Je ne sais pas. Pour que le bailleur accepte de vous. C'était pas un bailleur ordinaire, c'était le directeur du Cradat. Ah d'accord. Le Cradat École. Puisque je calculais le Cradat parce que c'est une institution internationale avec près de 20 pays. Vous voyez, les drapeaux flottent là. Et sinon, c'est comme l'IAI. Donc, il a très vite compris. Il a très vite compris. C'est pour ça que je tenais absolument à aller ouvrir les portes à l'intérieur du Cradat. Ceci peut expliquer cela, parce qu'on allait se demander comment vous allez aller dans un quartier, vous prenez le studio de quelqu'un, vous commencez à louer. Là, on peut comprendre. J'avais pris c'était un studio, parce qu'il mettait des studios à louer quand même là-bas. Comme c'était une structure qui organise des séminaires de formation continue. Donc, les séminaristes qui viennent de plusieurs pays ils louaient des chambres, des studios selon leurs moyens. Donc moi j'avais décidé de prendre un studio. Le salon était le bureau, l'IAI, et la chambre c'est là où je cachais mes petits enfants quand il y avait des gens qui venaient pour prendre des renseignements. D'ailleurs même le téléphone, c'est le téléphone du Cradat à un moment donné que je mettais dans mes contacts. Hein. Alors quand on nous appelait, il y a quelqu'un qui se mettait en bas, parce qu'on était au deuxième étage. Et il criait. IAI, téléphone. Donc là, je descendais en courant et je me souviens une fois, j'ai failli m'écraser le crâne parce que j'avais fait un faux pas en descendant par la course. Et Dieu, heureusement, m'a aidé à m'agripper sur un mur qui m'a permis vraiment de ne pas me laisser écraser le crâne. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais là, à un moment donné, comme je n'avais pas assez de moyens, je me battais pour montrer qu'il y a IAI. Donc je me suis dit, parce que les gens me taxaient de féman. À l'époque, on parlait de féman. Justement, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. On aurait dit le bluff, il fait proposer pour... Celui qui m'a sorti de ce statut de féman, c'est le ministre Roger Melingui. Parce que je suis allé le rencontrer et j'ai demandé à ce qu'il vienne m'aider. Je lui ai montré mon papier, le papier qui me nommait par M. Fall. Et je lui ai dit que tout ce que je veux, c'est il accepte de venir à l'IAI visiter les locaux du Cradat. Et comme ça, il donne une petite interview pour bien montrer aux Camerounais que c'est bien l'IAI. Voilà. Et il a accepté. Il a dit, bon, comme je vais à l'Assemblée nationale demain à 11h, je passe par le Cradat vers 9h, 9h30. Et c'est comme ça que j'ai fait appeler tous les anciens IAI que je connaissais. J'ai appelé la presse pour qu'ils viennent, la télévision, la radio, etc. Et quand il est arrivé, il a visité l'IAI, il a fait une interview. Son aura a été... bien sûr, dès le lendemain, on a commencé à avoir des visiteurs. Et après, je suis allé déposer le dossier, l'appel à candidature pour le concours à Cameroun Tribune. J'avais marché à pied du Cradat jusqu'à Cameroun Tribune en passant par le lycée Leclerc, etc. On va attendre en bas là.
Et j'avais rencontré un certain Badjan Banking. Donc c'est lui qui me voit d'ailleurs tout jeune là. Il se posait la question, mais est-ce que c'est sérieux? Mais il m'a aidé et m'a orienté vers le conseiller du DG, Jérôme Vandorpé à son âme. Et il m'a donc, Monsieur Koué m'a introduit sur le DG et je lui ai expliqué ma situation, que je souhaite, j'ai pas d'argent pour publier un concours, mais je souhaite qu'il m'aide à faire publier un concours. Et c'est comme ça qu'il a accepté de prendre mon avis de concours et il a même publié 2 fois de suite. Et évidemment, je ne me suis pas arrêté à Cameroun Tribune, je suis allé aussi à la radio, où j'ai rencontré un certain Dieudonné Daïsal, donc, qui m'a fait passer pour la première fois de ma vie au journal de 17h. Je suis allé ensuite à la télévision, en Baladeux, le lendemain. J'ai rencontré un certain Charles Ndongo. Donc, et c'est lui qui m'a également soutenu. Je lui ai expliqué juste que j'avais besoin d'appui parce que je n'avais pas les moyens. D'ailleurs, j'étais venu à pied. Hein. Et j'avais quand même gardé 300 francs pour le taxi pour le retour. Dieu merci, je me souviens bien qu'il m'avait donné 5000 francs. Et donc, je suis rentré donc au Cradat. Et la semaine d'après, on a donc le concours a été officiellement lancé. Et nous avons eu 400 candidats pour 120 places. L'année d'après, nous avons eu 5000 candidats pour 200 places. Donc, vous voyez, les choses avaient vraiment beaucoup évolué. Son envol. Et on a eu donc signé l'accord de siège le 29 mai 2001 entre la République du Cameroun et l'Institut africain d'informatique, donnant à notre institution son statut diplomatique d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui était prévu dans la convention de création signée par les chefs d'État africains. Donc, c'est comme ça donc, que petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à rouler ma petite bosse. Je n'avais pas de voiture. J'ai à mon oncle Félix Abanda, qui était directeur commercial à GMC, qui a décidé de me donner, parce qu'il en avait 2, il avait une Peugeot, il a décidé de me donner sa Peugeot. Et pour améliorer le standing et l'allure quand même, il fallait un peu de charisme. Et du coup, j'ai recruté un chauffeur, dont le chauffeur était, bon, je lui donnais 20 000 francs à l'époque. Monsieur, bon, il est à la retraite maintenant, hein, parce qu'il avait déjà quand même un certain âge. Et puis, quand j'allais dans les réunions, j'étais assis derrière comme un boss. Ouais. Et donc, j'essayais aussi... Il ne fallait pas baisser le charisme, c'était très important. C'était important. Il fallait qu'on vous prenne très au sérieux. Parce que lorsque je vais rencontrer un DG, un ministre, et qui me raccompagne, si je vais monter dans un taxi, il va se dire que ça c'est un problème quand même. Ouais. Un représentant résident qui va sauter sur le Bensikin ou qui cherche un taxi. Donc cette voiture m'avait beaucoup aidé, même avec les étudiants, parce que parfois je prends le taxi en même temps que les étudiants. Donc j'avais déjà un véhicule et un chauffeur. Donc les choses ont commencé petit à petit à marcher. Et puis après, on a eu nous-mêmes les moyens d'acheter une voiture. C'était une Hyundai. Donc, et cette Hyundai était frappée d'une plaque CMD. Donc, du coup, les choses changent. Non seulement j'avais une bonne voiture, mais j'avais déjà l'immatriculation diplomatique. Petit à petit, on a commencé à tourner. On a pu également avoir un bus qui était une dotation du MINPAT à l'époque, grâce à M. Augustin Tamba, qui avait une connaissance là-bas, parce qu'il était aussi allé le voir pour qu'il m'aide. Je ne le connaissais pas. Hein. Donc, il m'a dit, bon, je vais t'amener chez M. Mbeng. Okay. M. Mbeng, paix à son âme. Il est décédé aujourd'hui. Il était, je crois, directeur directeur général de l'économie, directeur de l'économie. En tout cas, c'est lui qui donnait les subventions. Donc, on a pu acheter un bus, un grand bus, Hyundai également, et que les étudiants appelaient affectueusement Anaconda. Donc, quand on allait chercher, chaque matin, on prenait les étudiants à la pause centrale pour les amener à dragage, estampillé Institut africain d'informatique. Donc, c'est comme ça que petit à petit, ça fait la publicité. Au centre d'excellence? Alors, en fait, j'avais sollicité cette dénomination parce que le chef de l'État nous avait beaucoup soutenu.
on a vu, il a donné l'accord 3 jours après que j'avais déposé mon dossier. Il a fait un don d'un campus, parce que le campus, les 5 hectares, là, c'est un don du chef de l'État. Donc, je me suis dit que peut-être que à l'occasion du 10e anniversaire, à l'occasion de l'inauguration du campus, il faut peut-être proposer au chef de l'État notre désir que le campus porte son nom. Alors, le président de la République, contrairement à ce que, comme me disait quand j'allais déposer le dossier, on me disait que ça n'a pas marché. Mais quelques jours après, on m'a appelé encore pour me dire que le chef de l'État a donné son très haut accord. Mais ça, c'était quelque chose de merveilleux. Et on lui a proposé maintenant. Et il n'a pas beaucoup d'édifices qui portent son nom au Cameroun. Je crois que c'est le seul. Je pense que c'est le seul édifice qui porte le nom du chef de l'État. Ça, donc c'est avec son accord. Avec son accord formel. Formel. Je dis bien formel. Par la suite, nous avons également écrit au président de la République pour lui proposer maintenant cette dénomination de centre d'excellence technologie Paul Biya, qui est également sorti avec accord. C'est pour ça que nous sommes maintenant centre d'excellence technologie Paul Biya. D'ailleurs, lorsqu'on inaugure le campus, j'ai eu, on va dire, le courage d'écrire à M. le Président de la République pour qu'il puisse décorer ces personnalités qui ont soutenu l'évolution, l'implantation de l'IAI. Il y a d'abord le ministre Roger Milingui, que tout le monde connaît, qui est devenu président du groupe parlementaire du RDPC à l'Assemblée nationale. Il y a Dr Brahim Adama Fall, l'ancien DG de l'IAI qui est sénégalais. Il y a Alex il y a le ministre Charles Mba, qui est aujourd'hui ministre des comptes publics au Gabon. Et il était ministre du budget. À l'époque, il était ministre délégué au budget. Et il était PCA de l'IAI, qui nous a beaucoup soutenus. Vraiment, là, il nous a beaucoup soutenus. Et puis, il y a M. Alex Bernard Bongondimba, qui a été aussi PCA. Donc, le chef de l'État a demandé que j'ajoute mon nom. C'est-à-dire, quand une personnalité de la présidence dont je préfère taire le nom me dit, mais le patron a demandé de refaire la lettre et d'ajouter ton nom. Et c'est donc comme ça que, après les 4 noms précédents, j'ai ajouté mon nom en bas. C'est comme ça que je deviens officier de l'ordre de la valeur. Cette médaille que je porte là. Donc, le jour de l'inauguration du centre d'excellence technologie Paul Biya, 5 personnalités ont été décorées par le chef de l'État. Le ministre Roger Milingui était déjà officier de l'ordre de la valeur, est passé directement commandeur de l'ordre de la valeur. Maintenant, tous les 4 autres, y compris votre humble serviteur, nous avions tous été faits officiers de l'ordre de la valeur. En passant, j'avais déjà la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur une dizaine d'années plus tôt. Je le rappelle, on a d'ailleurs dit dans votre portrait à l'entame, les médailles, vous les entassez comme des petits pains. La reconnaissance, elle est continue, elle est continuelle. D'ailleurs, on vous en félicite parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une poitrine qui pèse comme on a à l'image. Aujourd'hui, l'IAI, c'est une grosse fierté pour vous. Parti de rien pour arriver au sommet. S'il fallait dire quelque chose comme une sorte de résumé de ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous regardez cette œuvre, qu'est-ce que vous direz? C'est d'abord la fierté d'avoir bâti quelque chose. Parce que je dois vous le dire au départ, je n'imaginais pas que j'allais être patron d'une si grande structure. Bon, j'imaginais quand je venais implanter l'IAI que j'allais avoir une petite antenne avec 4-5 personnels peut-être au maximum, mais aujourd'hui on a 300 personnels et vacataires, consultants qui travaillent, qui gagnent leur vie grâce à l'IAI. Donc ça c'est quelque chose vraiment d'important. Et donc maintenant ce qui est également important, c'est toujours d'essayer de rester moi-même. C'est-à-dire avoir le triomphe modeste. C'est-à-dire ne jamais... L'humilité. Voilà, l'humilité. Il faut rester humble. Toujours montrer que on sait d'où on vient. Donc, ça c'est quelque chose de très très important. Et durant tout mon parcours, j'ai toujours tout fait pour que toutes ces nombreuses personnes qui m'ont aidé à bâtir IAI Cameroun sachent à chaque fois que je leur témoigne beaucoup de reconnaissance.
qu'il soit encore en poste ou pas. D'ailleurs, c'est lorsqu'on n'est plus en poste que ma gratitude est plus grande. Parce que c'est là où on en a le plus besoin. D'ailleurs, on a prévu une petite phase en fin d'émission pour ces remerciements-là à quelques personnalités. On va sûrement le faire ensemble. Mais on va un tout petit peu respirer. Je vais te laisser en compagnie d'Olivia Bossal. Je te l'ai dit, il y a des journalistes ici à Info Télévision. C'est ce que moi j'appelle la pépinière en devenir dans ce métier. Celles-là qui vont nous remplacer. Très souvent. Elle va s'entretenir dans une rubrique qu'on appelle chez nous Chrono. Un petit jeu. Je vais lui laisser le soin de le faire avec vous. Et nous, on se retrouve par la suite pour la suite de l'émission. Pas de problème. Juste après la transition. C'est la suite de votre programme, à vous la parole, qui se poursuit sur les antennes d'Info Télévision, la télévision de proximité et du vivre ensemble, dans la rubrique Compte à rebours face à moi. Ce soir, j'ai Armand Claude Abanda, représentant un résident de l'Institut africain d'informatique au Cameroun, que j'accueille d'ailleurs avec beaucoup de révérence au regard du parcours atypique qui le caractérise. Bonsoir Armand Claude Abanda. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Alors, bienvenue sur ce plateau d'À vous la parole. Merci beaucoup. Nous n'allons pas refaire l'histoire ou encore revenir sur votre détermination, votre engagement à concrétiser le projet IAI Cameroun. Vous l'avez suffisamment fait avec Rosalie Nguessele. Ce soir, moi, j'ai pour responsabilité de révéler au monde entier un autre visage d'Armand Claude Abanda, le père, l'époux, le frère, le fils. Armand Claude Abanda, le métier. Alors, si vous êtes partant, on lance le jeu. On peut y aller. Mais avant, je vous explique donc le principe. Il sera question pour vous de répondre de façon rapide, speed, parce que nous sommes tenus par un chrono. Et si vous êtes partant, vous êtes d'accord, je vais donc alerter la réalisation qui va lancer le chrono pour le voir à l'antenne. Est-ce qu'on peut lancer? Si oui, je prends ma paperasse et je me mets à vous poser les questions. On peut y aller. Merci. Réalisation, nous pouvons lancer le chrono avec le représentant résident de l'Institut africain d'informatique. Alors, question 1, votre plat préféré? Mon plat préféré, j'aime le risotto parce que j'ai grandi avec. Je pense quand j'étais étudiant, je mangeais beaucoup de riz. Alors, il faut que je vous précise que vous n'avez pas assez de temps. Vous pouvez réussir comme vous pouvez échouer. Vous voyez, vous êtes déjà à 4 minutes 30 secondes. Très voilà. bien, allons-y. On relance. Votre plat préféré? Le risotto. Le lieu que vous aimeriez visiter dans le monde? Je ne sais plus. Que j'aimerais visiter. Peut-être les îles Galapagos. J'aimerais repartir à Rome. D'accord. La plus belle ville du Cameroun selon vous? Marois. Armand Claude Abanda s'est-il cuisiné? Oui, le risotto. À votre enfance, heureuse ou malheureuse? Un peu difficile, mais palpitante. Un auteur qui vous inspire? Esa Boto. Armand Claude Abanda, homme politique? Non. Armand Claude Abanda, l'homme le plus médiatisé, synonyme de nombreuses conquêtes? Peut-être.
Non, si oui ou sinon, Armand Claude? Ben, je ne sais pas si je suis le plus médiatisé. Synonyme de nombreuses conquêtes, en fait. Ah, synonyme de nombreuses conquêtes. Bon. Synonyme de croissance. Ok, votre sport préféré? Le football. La star, justement, que vous adulez dans cette discipline? Roger Mila. Le secret de votre réussite? Le travail. Que fait Armand Claude Abanda pour se détendre, autant pour moi? Quels sont vos loisirs? Alors, j'aime beaucoup lire. Alors, vous fredonnez sur quel genre de musique? Le Zouk Love. Allez-vous en bas de nuit? Ben, j'y allais régulièrement quand j'étais plus jeune. Et maintenant? Quand j'en ai la possibilité, j'y vais. Jouez-vous avec vos enfants? Beaucoup. Armand Claude, conservateur ou papa ouvert? Papa ouvert. Dans votre vie, quel cadeau vous a le plus marqué? Ben, c'est la voiture en bambou que ma mère m'avait offert quand j'avais eu le CEP. Armand Claude a-t-il déjà été trahi? Beaucoup de fois. Alors si oui, qu'a-t-il fait pour réussir à tourner la page et à pardonner? Le pardon, tout simplement. Alors maintenant, sur cette question, on va appuyer un peu le pied sur l'accélérateur. Armand Claude Abanda, question femme, lingerie fine ou mémé? Ah, j'ai pas bien suivi la question. Lingerie fine ou mémé? Fine. Ok, alors Non, confidence? bon, fine, pas trop fine, un peu potelée. Un peu potelée, ça m'a... D'accord, confidence pour confidence, votre premier amour? Quand j'étais en seconde, elle s'appelait Amélie. Et si je vous demandais de vous qualifier, quel adjectif utiliseriez-vous pour le faire? Me qualifier dans quel domaine? Votre personne. Vous êtes bon, vous êtes mauvais, vous êtes méchant, vous êtes admirable, vous êtes... bref, le qualificatif que vous pouvez vous attribuer vous-même. Je suis sentimental. Ok, sentimental. Et alors, pour finir, une maxime pour encourager les téléspectateurs qui nous regardent. Une maxime? Oui, pour encourager les téléspectateurs, une phrase générique qui vous a certainement encouragé, boosté le long de votre parcours, qui n'a surtout pas été facile. Alors, il y a eu tellement de choses. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui nous regardent? En fait, c'est de garder la foi. De garder la foi. Face à la difficulté. De garder la foi face à la difficulté. Vous le retenez donc, chers téléspectateurs, ce sont les dernières paroles d'Armand Claude Abanda. Gardez la foi face aux difficultés. Vous allez regarder, vous avez réussi à notre exercice ce soir parce que vous êtes dans les temps. Et vous recevez les félicitations de l'émission À vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de nous entretenir ce soir. Et j'aimerais beaucoup dire que j'ai beaucoup été séduite par votre histoire, surtout à la détermination que vous avez mis à concrétiser le projet IAI Cameroun, que vous avez d'ailleurs nourri dans les années 90 et aujourd'hui, les fruits sont visibles. Bon vent pour la suite. J'espère bien vous retrouver sur notre plateau de télévision pour une autre émission. À vous, chers téléspectateurs, c'est la fin du compte à rebours. L'émission se poursuit naturellement avec Rosalie Ngesele. À tout de suite, pause publicitaire. Mais maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite sur Sélectionner ma TV. Puis Mon code parent et sur Créer ou modifier votre code à 4 chiffres et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à 4 chiffres. Changez de chaîne pour actualiser le blocage et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. N'attends plus, c'est encore plus de cours. Ça y est, c'est la rentrée, je suis n'attends plus. Des mathématiques, des exercices pour t'aider à apprendre. Du français, des dictées pour mieux s'entraîner. Des sciences,
de l'éducation civique et environnementale, de l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Et je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. Nathan Plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec Nathan Plus. Nathan Plus, en route pour l'école. PMUC.cm, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Pariez sur les courses hippiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures cotes, pariez sur ces gros événements. PMUC.cm, disponible en application mobile. Sur PMUC.cm, jouez comme vous aimez. PMUC online betting platform, bet on horse racing, lottery, casino, sports. With the best odds. Bet on its major events. PMUC.cm, available as a mobile application. On PMUC.cm, play as you like. Nathan Plus, c'est encore plus de cours. Ça y est, c'est la rentrée sur Nathan Plus. Des mathématiques, des exercices pour t'aider à apprendre. Du français, des dictées pour mieux s'entraîner, des sciences, de l'éducation civique et environnementale, de l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Et je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. Nathan Plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec Nathan Plus. Nathan Plus, en route pour l'école. Voilà, vous êtes toujours sur Info Télévision. L'émission, c'est à vous la parole. Comme on le dit, nous sommes en compagnie d'Armand Claude Abanda. On prend la ligne droite pour sortir de cette émission. Vous avez parlé de quelques personnalités qui ont marqué votre parcours, votre vie. On va faire défiler les photos et avec vous, vous direz ce que vous pensez. On va démarrer par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ben, le président Paul Biya, c'est l'un des plus grands hommes politiques africains du siècle, à mon avis. J'ai toujours admiré sa capacité de garder le silence en encaissant des coups, mais en agissant par des actes concrets. Ouais. Celle qui va suivre, vous avez une relation particulière avec elle. D'ailleurs, on a retrouvé ce petit bout, ce petit extrait. C'était lorsqu'on faisait d'elle l'ambassadrice de l'UNICEF. Et vous avez une relation unique avec elle. Beaucoup se demandent comment ça s'est produit. On vous donne l'occasion, le temps peut-être de regarder l'extrait dont nous parlons. J'ai été particulièrement ému par la chaleur et la vivacité de notre première dame en recevant ce prix il y a quelques minutes. Et je pense qu'en tant que Camerounais, je suis très très content. Madame Chantal Biya et Armand Claude Abanda, quel type d'histoire? Madame Chantal Biya, c'est une vraie dame de cœur. On l'a souvent dit, certains ne le croient pas, mais moi qui ai souvent vécu, qui ai souvent eu la chance de vivre ces quelques moments précieux avec cette grande dame, j'ai vraiment compris qu'elle est très généreuse et elle sait aider ceux qui ont vraiment besoin de son aide. Et je pense que Madame Chantal Biya est une grande dame et c'est peut-être l'une des premières dames les plus dynamiques en Afrique. Vous avez vu avec les synergies africaines qu'elle a créées, les choses sont très très bien passées. Vous dites que c'est grâce à elle que vous êtes chez UNESCO aujourd'hui. Voilà, donc la chaire UNESCO que nous avons aujourd'hui part du projet MIGEF 2035 dont elle est la marraine nationale. Donc on va dire que c'est une sorte de
continuité, conséquence de consécration de son mandat d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. On va poursuivre avec Samuel Mvondo Ayolo. Alors Samuel Mvondo Ayolo est le directeur du cabinet civil. C'est lui qui, lorsqu'il était ambassadeur du Cameroun au Gabon, nous a beaucoup soutenus. C'est grâce à lui d'ailleurs que c'est lui qui avait proposé que je devienne administrateur délégué de l'IAI. C'est un homme très généreux également et qui est objectif, qui a fait preuve de beaucoup d'objectivité dans tous les dossiers que je l'ai vu aborder. Roger Melingui. Roger Melingui, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui m'a sorti de la Fémania, c'est lui qui m'a sorti du statut de Féman. Aujourd'hui, président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça, je lui dois beaucoup, c'est un grand homme. Merci à Roger Melingui. Charles Mba. Oh, Charles Mba, c'est vraiment le PCA de la consécration, c'est lui qui... pendant que nos adversaires voulaient nous taper dessus en disant qu'on n'a pas encore eu de diplômes originaux signés par le siège, j'étais allé à Libreville le rencontrer et il a accepté non seulement de signer tous les 800 ou 900 diplômes, mais de venir les remettre lui-même à Yaoundé. Il était venu d'ailleurs spécialement avec un avion spécial affrété par le président de la République de l'époque. Félix Abanda. Oh, Félix Abanda, c'est mon oncle, c'est lui qui m'avait offert la première voiture de ma vie, la 505 Peugeot, et qui m'a aussi beaucoup soutenu pendant la phase d'implantation. Quand j'arrivais au Cameroun, il arrêtait de travailler, il ne s'occupait que de moi, de m'accompagner partout. C'était un vrai papa, un vrai père pour moi. Vous avez parlé également des ministres Louis-Paul Motazé. Ah oui, Louis-Paul Motazé, il faut dire, comme je l'ai dit, c'est lui qui avait donné la première formation de l'IAI quand il était directeur général de la CNPS, un marché, une formation de 18 millions de francs qui nous avait permis de payer les salaires et même il avait payé 50% avant le démarrage. Donc, lorsqu'on a terminé de former les personnes à la CNPS, on a reçu le reliquat et ça nous a beaucoup aidé. Donc, il a fait partie vraiment des relents de lancement vraiment de notre école. Et je lui dis vraiment merci. D'ailleurs, même Mijef également, il a beaucoup soutenu. Il était le premier à soutenir Mijef 2035. Il en reste 3 à la mine Ousmane Mé. Alamine Ousmane Mé a été également le ministre et administrateur de l'IAI qui m'avait donc nommé administrateur délégué de l'IAI. Donc, alors le projet a commencé avec Louis-Paul Motazé et ça a été continué. Non, le projet d'administrateur délégué a commencé avec le ministre Samuel Mvondo Ayolo quand il était ambassadeur à Libreville. Donc c'est lui qui avait fait la proposition et le ministre Alamine Ousmane Mé a signé le document. Et d'ailleurs, lorsqu'il y avait des conseils d'administration à l'époque, le ministre Alamine Ousmane Mé m'envoyait le représenter au Burkina Faso, dans des conseils au Burkina Faso, dans certains autres pays. Il avait vraiment, il faisait preuve de beaucoup de confiance à ma petite personne et je la remercie pour cela. Joseph Lee. Joseph Lé, oh là là, Joseph Lé a beaucoup accompagné l'opération 100 000 francs et MIGEF 2035. Je me rappelle, je l'avais rencontré quand j'étais en terminale C. Il était à l'époque, il avait une émission qu'on appelait Province à la Une. Donc c'était les stars, il était vraiment les stars de la radio, les stars de la télévision. Donc nous avons gardé de bons rapports jusqu'à aujourd'hui et il nous a toujours soutenus et je pense que je lui dis également un très très grand merci. Le professeur Michel Cyr Ndiena Wembou. Oh, professeur Michel Cyr Ndiena Wembou, c'est le secrétaire permanent du PREF-CEMAC. C'est également un homme formidable. Il m'a vraiment c'est grâce à lui que je suis expert CEMAC TIC Gouvernance. C'est lui qui m'a nommé expert CEMAC TIC Gouvernance et j'ai pu également comprendre comment fonctionnent les arcades financières au plan international. Donc c'est grâce à lui. Donc il a eu un impact dans ma carrière. Et on sort avec le docteur Brahim Adama Fall. Docteur Brahim Adama Fall, c'est le directeur général de l'IAI. À l'époque, il est sénégalais. C'est lui qui m'avait envoyé au Cameroun. C'est lui, grâce à qui je suis là.
S'il ne m'avait pas envoyé au Cameroun, je ne serais jamais représentant résident de l'IAI. Actuellement, il est à Bordeaux et vraiment, je lui envoie une foule de remerciements parce qu'il est un peu souffrant, il est depuis quelques années et je pense que il est resté dans mon cœur et d'ailleurs j'ai donné l'un de mes fils porte son nom, Brahim Adama Abanda Brahim Arthur. Donc cela veut dire que nous avons gardé de très très bons rapports de famille. Voilà donc pour ceux-là qui auront marqué votre vie. J'espère que j'ai pensé à tout le monde ou à presque tout le monde. Merci à Armand-Claude Abanda de nous avoir permis d'avoir ce moment de télé ce soir. Avant de partir, vous allez regarder la caméra qui est en face de vous et vous dites un dernier mot aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, le dernier mot, c'est ce que je dis toujours à la jeunesse. Pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes, mais il faut aussi avoir de bonnes attitudes, pourvu que cela soit une habitude et que cela se fasse en toute quiétude. Cela veut dire que il ne suffit pas d'être compétent, mais il faut aussi avoir un très bon comportement pour réussir dans la vie. Merci à vous. On a dit le livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Il y a beaucoup de téléspectateurs qui demandent où acquérir. À Yaoundé, au Hilton, je pense, on peut le trouver au Hilton, aux éditions Clés, à Douala, je pense, à l'aéroport de Douala, au kiosque de l'aéroport de Douala, c'est un peu partout. D'accord. Vous avez donc l'information. Une fois de plus, on vous remercie grandement d'avoir joué le jeu et on vous souhaite un très bon retour à votre domicile, surtout sur la protection divine. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Nous sommes arrivés au thème de cette émission qui a participé à la réussite de cette émission. Je vais penser à Karine au comment, je vais penser à Jean-Bruno et Fangonor, je vais penser à Claude Antia, je vais penser à Eric Quoi, je vais penser à Olivia Bossal qui est avec nous sur ce plateau et qui a également signé l'un des reportages que vous avez écouté ce soir. Je vais remercier toute l'équipe technique. Merci à Jean-Martin Kenfak, à Ismaël, à Ben Valls et surtout à Célestin Tomo. Au bonheur de vous retrouver pour un autre numéro d'À vous la parole. Respect, M. Donimva. À très vite.